Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale et les questions internationales d'intérêt commun. Sergueï Lavrov a loué le leadership régional et international de Sa Majesté le roi. Le Venezuela plonge dans la crise politique. La crispation est à son comble entre le camp du président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido qui s'est autoproclamé hier chef d'État par intérim. Les manifestations ont fait 26 morts en 4 jours. L'immaturité et la marginalisation, un terreau fertile pour les recruteurs de la haine. Comment aider les jeunes à ne pas succomber au discours extrémiste? C'est le sujet d'un débat organisé par l'association Café Politis. L'attrait des tablettes et des smartphones sur les enfants ne se dément pas, leur nuisance non plus. Toutes les recherches scientifiques convergent sur leur impact négatif sur la croissance cognitive des enfants. Dans ce journal, quelques conseils pour les dissuader de ne pas les utiliser immodérément en ces vacances scolaires. Le partenariat maroco-russe au cœur de l'audience accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, au Palais Royal de Rabat. Un partenariat consolidé par la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Moscou en mars 2016. Une visite qui s'est traduite par une collaboration accrue dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'énergie, l'industrie et le tourisme. Et c'est de ce renforcement de la coopération économique qu'il a été question lors de ces entretiens. Les discussions entre le souverain et le ministre russe ont aussi porté sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment au Proche-Orient et en Afrique. Reportage Hamid Amelbouh, le récit de Mehdi Soufiane. C'est au Palais Royal de Rabat que Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Une audience qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi mis en place en mars 2016 entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi en Russie. Entre Rabat et Moscou, c'est une volonté commune de renforcer un partenariat multidimensionnel d'exception qui a ouvert de nouvelles perspectives ambitieuses pour rehausser le dialogue politique, mais aussi pour renforcer la coopération économique, et cela dans plusieurs secteurs. Ainsi, depuis 2016, des projets communs importants ont été lancés, notamment dans des domaines prioritaires comme l'agriculture, la pêche, l'énergie, l'industrie et le tourisme. Sergueï Lavrov effectue d'ailleurs sa visite officielle au Maroc dans le cadre de la consolidation des relations entre Rabat et Moscou. Sa Majesté le roi Mohammed VI a réitéré à cette occasion l'invitation adressée au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc, et le ministre russe des Affaires étrangères a transmis au souverain un message d'amitié et de salutation du président russe et a loué le leadership régional et international de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ces entretiens ont également porté sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères a aussi effectué une visite au mausolée Mohammed V à Rabat. Sergueï Lavrov s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains feu Sa Majesté le roi Mohammed V et feu Sa Majesté le roi Hassan II. Sergueï Lavrov a également rencontré son homologue Nasser Bourita. Les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Les questions internationales et régionales d'intérêt commun ont aussi été abordées. Salahdine Romari et Abdelalim Kawi ont assisté à la conférence de presse conjointe. Nous allons revenir dans cette édition sur ce point de presse. La troisième étape de la tournée maghrébine de Sergueï Lavrov qui avait commencé en Algérie et la Tunisie, une tournée qui illustre la volonté de la Russie d'accroître son influence dans les pays arabes et africains. Ersan Benbel pour les détails. C'était en mars 2016, à l'occasion de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Russie. 16 conventions ont été signées. Elles ont porté sur différents domaines tels que la coopération douanière, agricole, militaire, diplomatique et culturelle. Des accords qui ont permis de hisser le niveau des relations privilégiées et d'élargir le partenariat stratégique entre Rabat et Moscou établi il y a 3 ans. Les relations maroco-russes sont exemplaires. Elles sont marquées par un respect mutuel
et un partenariat stratégique. La dernière visite de Sa Majesté le Roi a impulsé une nouvelle dynamique à cette coopération. Le Maroc et la Russie entretiennent des relations privilégiées depuis 60 ans. Au cœur des dossiers d'intérêt commun, l'intégration régionale, la nouvelle politique africaine de la Russie et la situation au Moyen-Orient. Et on peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, le problème au Moyen-Orient, spécifiquement en Syrie, la Russie est incontournable. On ne peut pas régler ce problème en omettant la Russie. Dirigée depuis 18 ans par Vladimir Poutine, la Russie, deuxième puissance militaire et pétrogazière mondiale, est aujourd'hui un acteur incontournable sur la scène internationale. L'adoption par le Parlement européen de l'accord agricole Rabat-Bruxelles. Omar Hillel en a informé le secrétaire général de l'ONU et les membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies, leur a expliqué que cette décision couronne un long processus de négociation et de consultation des représentants légitimes des populations locales et de validation juridique engagée entre le Maroc et l'Union européenne. Lors du processus d'adoption par le Parlement européen de cet accord ainsi que celui de la pêche, l'Espagne avait apporté son soutien au Maroc. Le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, s'en est félicité aujourd'hui lors de son entrevue avec le ministre espagnol de l'équipement, José Luis Abalos. Il a aussi été question lors de cette rencontre des moyens d'intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en matière d'infrastructure et d'urbanisme. Amina Ben Khalak, Youssef Lotfi et Mouloudi Zinti. Cette poignée de main illustre la nature des relations entre Rabat et Madrid. Le ministre espagnol de l'équipement, José Luis Abalos, reçu par le chef du gouvernement, a insisté sur l'exemplarité des liens entre les deux pays. Saad Eddine Othmani s'est lui félicité de l'appui apporté par l'Espagne pendant la récente adoption de l'accord agricole. Des sujets d'intérêt commun ont aussi été évoqués. Parmi les sujets fondamentaux qui nous intéressent, il y a le développement des infrastructures. Et cela se fera avec la participation d'entreprises publiques et privées. Le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous discutons de nombreux sujets comme la coopération dans les domaines du transport terrestre, aérien et maritime. C'était l'occasion de mener des discussions approfondies sur les relations maroco-espagnoles au niveau politique, économique et culturel. Nous avons également évoqué la coopération sécuritaire. Après avoir passé en revue tous ces sujets, José Luis Abalos a longuement parlé des défis communs dans le domaine de l'urbanisme au cours de cette séance de travail avec le ministre de tutelle, Abdelahad Fassi Fihri. Nous partageons les préoccupations en matière d'habitat, en matière de construction, en matière également de planification urbaine. Je pense que sur des sujets également comme la formation en architecture. La volonté espagnole de consolider les liens avec le Maroc passe aussi par une coopération plus tenace dans les domaines des structures ferroviaires et portuaires, mais aussi dans le secteur du sauvetage maritime, selon le ministre espagnol. Et on revient maintenant sur la conférence de presse conjointe entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et son homologue, Nasser Bourita. Ce n'est pas la première rencontre entre les deux hommes. Sergueï Lavrov et Nasser Bourita se connaissent bien et ont pour objectif commun de renforcer le partenariat stratégique entre Rabat et Moscou. Les deux chefs de la diplomatie se sont entretenus aujourd'hui à Rabat, une rencontre qui vient réaffirmer la volonté commune des deux pays d'œuvrer dans le sens du renforcement et de l'approfondissement des liens maroco-russes. Je veux tout d'abord remercier mes amis marocains pour leur accueil et exprimer ma joie d'avoir été reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nous avons eu des discussions riches, approfondies, qui ont concerné diverses questions d'intérêt international. بلقاءات متعددة سواء في الرباط أو في موسكو حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. Des questions qui ont notamment porté sur la nouvelle politique africaine de la Russie, le dossier du Sahara marocain, ainsi que la question de l'intégration régionale et du rôle joué par le Royaume dans la lutte contre le terrorisme.
Nous saluons le rôle du Royaume sur la scène internationale et régionale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le maintien de la sécurité et de la stabilité. Le Maroc joue également un rôle important à travers le développement de projets en Afrique, des projets qui placent le continent sur le devant de la scène internationale. Проекты, которые Африку объединяют, которые направлены на то, чтобы обеспечить Африке то место на международной арене, которого она заслуживает по достоинству. Le ministre des Affaires étrangères russe a également appelé à respecter l'intégrité territoriale des nations et à trouver les solutions aux conflits régionaux dans le respect de la légalité internationale. Direction maintenant le Venezuela, le pays dont les citoyens, il y a une vingtaine d'années, disposaient du revenu le plus élevé d'Amérique latine et où l'inflation aujourd'hui dépasse 1 million %. Le coup de poker hier de l'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président par intérim, n'a pas arrangé la situation. La tension a aujourd'hui monté d'un cran entre ses partisans et ceux du président Nicolás Maduro. Amina Benralq. Ces manifestants au cœur de Caracas tentent d'échapper aux forces de sécurité. Car depuis hier, environ 370 personnes ont été arrêtées. Mais ce risque n'enlève rien à leur détermination. Leur conviction est toujours la même. La bataille sera longue. Vous pouvez voir que malgré la menace d'arrestation, nous continuons à battre le pavé et nous restons ici jusqu'à ce qu'il y ait du changement. Nous voulons de la liberté dans ce pays. Nous ne voulons plus de Maduro car nous avons trop souffert. Nicolás Maduro cristallise la colère depuis sa réélection à 68% des suffrages en 2018, un résultat contesté par l'opposition. À sa tête, Juan Guaidó, président autoproclamé du pays et soutenu par les États-Unis. Une contestation qui a dégénéré en violence depuis l'investiture de Maduro sur fond d'une grave crise économique et sociale. Tout incident violent qui provoquera des morts ou des blessés devra faire l'objet d'investigations indépendantes pour savoir si les autorités ont eu recours à la force. Après des semaines de tensions et une pression internationale sans précédent, le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro s'est dit prêt en fin d'après-midi à rencontrer Juan Guaidó pour engager un dialogue national dont l'issue reste incertaine. Au Soudan aussi, la situation reste très instable. Les manifestations se sont poursuivies ce vendredi. Le principal dirigeant de l'opposition, Sadr el-Mahdi, a exprimé son soutien aux manifestants, appelant depuis plusieurs semaines au départ du président Omar el-Béchir. Après la mort de 2 manifestants à Khartoum hier, le bilan officiel des mouvements de contestation est désormais de 30 morts. Et puis autre information à retenir dans l'actualité internationale, les inondations et les glissements de terrain en Indonésie qui ont fait une 60aine de morts. C'est le bilan provisoire de cette catastrophe qui a touché l'île de Célèbes. Plusieurs dizaines de villages ont été inondés dans 12 districts ainsi qu'une partie de la capitale de l'île, Makassar. Des intempéries de moindre ampleur touchent certaines régions du Maroc. Les chutes de neige qu'a connues Guelsif ont perturbé le trafic routier dans la région. Reportage Oussama Ofrel, le récit de Hind Ben Abnimpi. Nous sommes à plus d'une centaine de kilomètres de Guelsif sur la route provinciale numéro 5427. Ici, plusieurs mètres de poudreuse recouvrent l'axe routier qui vient relier cette province à celle de Teza et de Boulmen. Mais les déneigeuses sont à pied d'œuvre depuis plusieurs heures. La direction régionale de l'équipement et les autorités provinciales sont mobilisées pour permettre à la population locale d'emprunter cet axe routier qui leur permet notamment de se rendre chaque semaine au marché hebdomadaire et d'accéder au centre de santé le plus proche. Des travaux de déneigement rendus plus difficiles à cause de la force des vents qui frôlent les 80 km/h depuis quelques jours. Et si ce paysage est quasi féerique, il reste néanmoins synonyme d'enclavement pour les habitants de la région.
Plus d'1,5 million de Marocains souffrent d'un handicap, 50% ont une déficience motrice et 20% une grave anomalie visuelle. Leur sentiment d'exclusion est renforcé par le manque de moyens de transport et de voirie qui leur sont accessibles. C'est ce que nous explique Jihen Doublali et Mehdi Soufiane. Amin est étudiant. Ses déplacements quotidiens sont pour lui une source de préoccupation. Souffrant de handicap, il espère que des aménagements spécifiques seront mis en place au profit des personnes à mobilité réduite, comme des panneaux de signalisation, voies de passage et rampes d'accès. Il n'y a pas de panneaux de signalisation qui pourraient nous faciliter les choses pour aller étudier ou au sein des hôpitaux. Du côté du Comité national de prévention des accidents de la circulation, on reconnaît qu'il n'y a pas assez de panneaux de signalisation concernant les personnes en situation de handicap dans les grands centres urbains. Il est vrai qu'il y a très peu de panneaux de signalisation relatifs aux personnes en situation de handicap. Il y en a dans les parkings. Ces personnes ont besoin d'un certain type d'équipement, mais malheureusement, il y en a très peu. Le Maroc compte plus d'1,5 million de personnes en situation de handicap. Plusieurs associations appellent à la mise en place dans les centres urbains de panneaux, voies et pancartes adaptés à cette catégorie de la population. Les psychosociologues sont unanimes, l'exclusion peut parfois être un facteur de radicalisation. Certains jeunes socio-économiquement vulnérables forment des proies faciles aux prédicateurs extrémistes immatures. Ils se laissent séduire par un laïus eschatologique insidieux basé sur une exégèse erronée et sophiste des textes religieux. Comment prémunir la jeunesse contre la radicalisation? C'est le sujet d'un débat organisé par l'association Café Politis à Casablanca. Brahim Salaki. Le Café Politis a organisé une rencontre débat sur le thème « Comment prémunir notre jeunesse contre la radicalisation ». Les points de vue de la culture, la religion et la sécurité ont été soulignés par des intervenants de haute qualité. Ce mois-ci, nous avons choisi un thème particulièrement fragile et d'actualité, puisque l'acte barbare d'Imlil, qui a coûté la vie à 2 jeunes Scandinaves, Louisa et Maren, nous a interpellés encore un peu plus sur ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. La radicalisation des jeunes, problème aujourd'hui mondial, a fait l'objet d'une résolution des Nations Unies. C'est une résolution qui est historique de la part des Nations Unies, qui appelle les États membres à déployer tous les moyens pour prévenir l'extrémisme violent en incluant davantage les jeunes dans la société. L'extrémisme n'a ni couleur, ni religion, ni langue. L'extrémisme peut être politique, économique, ethnique ou linguistique. Aujourd'hui, nous débattons de l'extrémisme religieux qui déforme la religion. C'est une interprétation erronée de certains textes, utilisés pour justifier la haine, l'exclusion et la violence. Comment donc protéger notre jeunesse, ne plus laisser le terrain libre aux bonimenteurs, vendeurs de chimères? Car même les jeunes socialement bien intégrés sont en danger face à l'embrigadement. Tel fut l'enjeu du débat de ce Café Politis. Et comment éviter aux enfants d'être accaparés toute la journée par les tablettes et les smartphones? Autre question importante que se posent en particulier les parents en cette période de vacances scolaires. Pédopsychiatres, chercheurs et enseignants, tous affirment que ces écrans altèrent le développement de la motricité fine et globale et augmentent le trouble de l'attention. Reportage de Jalila Benftan, Rachid Halawi. Tablettes, smartphones, les enfants ont souvent du mal à faire une pause numérique durant les vacances scolaires. Selon les spécialistes en développement personnel, les parents doivent définir des règles pour restreindre aux jeunes l'utilisation d'outils technologiques. Les enfants ont besoin de profiter de leurs vacances, mais il est déconseillé qu'ils passent tout leur temps libre sur les smartphones, car ils risquent une forte dépendance et des prédispositions au burn-out et à l'isolement. En libérant du temps sans écran, les enfants amènent l'enfant à se questionner sur des activités à même de l'occuper. La lecture ou le sport sont autant de loisirs qui peuvent constituer plus qu'un passe-temps pour les plus jeunes. J'ai beaucoup de temps libre. J'en profite pour jouer au football, mais également pour lire des bandes dessinées à la maison.
Depuis que je suis en vacances, j'ai beaucoup de temps à combler et pas grand-chose à faire chez moi. Du coup, je viens ici le mercredi, vendredi et samedi pour faire du sport. Si les vacances scolaires sont avant tout un repos mérité pour les enfants, il n'y a donc aucun mal à ranger son smartphone au vestiaire et à chausser ses crampons. Et puisqu'on parle de vacances, notez ce chiffre concernant le secteur du tourisme. La ville de Fès vient de franchir un cap. Le nombre des nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés a dépassé 1 million à fin novembre dernier, ce qui représente une hausse de 17%. C'est une page de l'histoire de la mode et du cinéma français qui se tourne, non sans nostalgie. Hier, l'actrice française Catherine Deneuve a vendu aux enchères sa garde-robe griffée Yves Saint Laurent, de la robe Charleston haute couture brodée de perles au simple chandail. La vente de plus de 300 pièces a été confiée à Christie's Paris, une belle collection qui retrace une collaboration professionnelle et amicale de près de 40 ans entre le couturier disparu en 2008 et sa muse qu'il a habillée à la ville comme à l'écran dans Belle de jour de Louis Buñuel ou La sirène du Mississippi de François Truffaut. Le commentaire est de Salima Benabou. Les téléphones s'affolent, les enchères grimpent. Le coup de marteau finit par retentir. 34 000 €, le prix à payer pour devenir l'heureux propriétaire de cette robe du soir que Catherine Deneuve portait en 1965 lors de sa rencontre avec Hitchcock. Muse et amie de Yves Saint Laurent, l'actrice aura porté ses robes les plus somptueuses. Le couturier l'habillera à la ville comme à la scène. Cette capeline que Catherine portait dans La sirène du Mississippi a trouvé preneur pour 3 500 €. Le portrait que je vous ai envoyé n'était pas le mien. C'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran dans le film de Truffaut. C'est quand Belmondo va l'attendre au bateau. Elle descend du Mississippi. Elle a une robe de mousseline imprimée divine. Elle porte ce chapeau. Elle est sublissime. Et tout le monde se souvient de cette image. Catherine et Yves, une amitié unique, la rencontre de deux monstres sacrés racontée ici en 300 tenues, un étrange sentiment, celui d'approcher l'intimité de l'une des vedettes du cinéma les plus secrètes. J'adjuge à 3 000 €, 3 200. Catherine Deneuve était une très belle actrice, elle a été toujours très bien habillée par Saint Laurent et que c'était une occasion inespérée de voir toutes les robes et puis éventuellement d'en acheter une si j'arrive à trouver la taille qu'il faut. Yves Saint Laurent l'habillera jusqu'à ses adieux à la couture en 2002. Le smoking noir que portait Catherine Deneuve pour son dernier défilé a trouvé preneur pour 5 000 €. Et nous restons dans cette ambiance féerique pour terminer cette édition. À Singapour, la ville-État présente plus d'une trentaine d'installations d'éclairage dans le centre-ville, des ponts illuminés à une masse de tubes néons numériques. Un événement organisé dans le cadre des célébrations marquant le 200e anniversaire de la fondation de l'actuel Singapour. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle le titre principal. Sa Majesté le roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale et les questions internationales d'intérêt commun. Sergueï Lavrov a loué le leadership régional et international de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Voilà pour l'information de ce vendredi. Merci de votre attention. Le prochain journal en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.